Les premières plantes issues de protoplastes ont fourni des régimes et des fruits comparables à ceux des plantes propagées par voie traditionnelle. Dans le cas de la pomme de terre, l'évolution des protoplastes est plus aisée à obtenir. Leur culture est réalisée en milieu liquide, en l'absence de cellules nourricières. Au bout de 4 semaines, ils forment des microcales dont la croissance se poursuit sur milieu gélosé. Le repiquage de ces cales stimule leur croissance. Puis leur transfert sur milieu de régénération riche en cytokinine permet la néoformation de bourgeons collinaires. Le développement de ces bourgeons mène à la formation d'axes feuillés capables ensuite de s'enraciner. La fusion de protoplastes comporte 2 phases, la phase de contact membranaire et la phase de fusion. Dans le procédé d'électrofusion que nous utiliserons pour illustrer ce cours, la phase de contact membranaire est obtenue sous un champ électrique induit par un courant sinusoïdal de haute fréquence et la phase de fusion par un courant continu de haut voltage appliqué pendant quelques microsecondes. La présence de charges négatives à la surface des protoplastes provoque leur répulsion mutuelle. Les protoplastes se comportent comme des dipôles lorsqu'ils sont placés dans un champ électrique. Ils s'attirent mutuellement, formant des alignements de chaînettes. L'application des impulsions électriques provoque la fusion cellulaire. Les chaînettes se défont lorsqu'on coupe le courant électrique. Après quelques heures dans un milieu de culture, les protoplastes fusionnés retrouvent leur forme sphérique. L'appareillage électronique comprend 2 générateurs. Un générateur de fonction qui fournit un courant sinusoïdal de haute fréquence et un générateur de courant continu fournissant des impulsions de brève durée. L'ensemble est relié à une multi-électrode mobile. Le mélange de protoplastes parentaux est distribué dans des boîtes de pétri stériles. L'électrode, préalablement stérilisée à l'alcool, est placée au contact des protoplastes. L'opération de fusion peut être suivie intégralement par observation au microscope. Nous observons le mélange de protoplastes en absence de champ électrique. On applique le courant sinusoïdal. Des chaînettes de protoplastes se forment, réalisant ainsi les contacts membranaires nécessaires à la fusion. L'application du courant continu provoque la fusion des protoplastes. Les chaînettes se défont lors de la suppression du champ électrique sinusoïdal. Parmi les protoplastes fusionnés, on observe des fusions binaires et des multifusions. La fusion se produit d'une manière aléatoire, due aux relations de voisinage des protoplastes et à la neutralisation des charges. Divers événements constitués
d'homofusion, d'hétérofusion ou de fusion partielle peuvent avoir lieu, conduisant à des modifications profondes dans les génomes nucléaires, mitochondrial ou chloroplastique. L'homofusion, c'est-à-dire la fusion entre des protoplastes de même type, conduit à l'accroissement du niveau de ploïdie. L'hétérofusion réunit dans un même protoplaste les trois types de génomes parentaux, nucléaire, mitochondrial et chloroplastique. De multiples possibilités d'évolution d'une telle structure peuvent se réaliser lors de la culture. Dans le cas d'une fusion totale, seuls les chloroplastes d'un parent sont conservés, tandis qu'on assiste à la formation d'un nouveau noyau constitué de l'ensemble des chromosomes parentaux et à la formation de mitochondries de type recombiné lors de la culture. La cellule fusionnée peut subir des pertes plus ou moins importantes de matériel génétique. Ainsi, l'élimination partielle des chromosomes conduit à la formation de cellules aneuploïdes, tandis que l'élimination totale des chromosomes d'un parent débouche sur la formation de cybrides, c'est-à-dire une cellule porteuse d'un noyau de type parental dans un cytoplasme composite ou recombiné. Chez la pomme de terre, plante traditionnellement multipliée par voie végétative, la fertilité est souvent altérée. Il est donc difficile de réaliser des hybrides par voie sexuée. La fusion somatique permet de contourner cet obstacle et de réunir, chez un même individu hybride, des caractères parentaux qui sont complémentaires. Parmi les caractères recherchés, on peut citer les résistances aux agents pathogènes, la précocité, la qualité du tubercule ou sa présentation. Pomme de terre régulière à chair blanche, pomme de terre réniforme, pomme de terre rose à chair veinée, rouge à chair blanche, pomme de terre totalement violette. Les hybrides somatiques sont souvent plus vigoureux que les clones parentaux. Les plantes des deux extrémités et du centre sont des parents. Leurs hybrides occupent les positions intermédiaires. Les feuilles des hybrides sont morphologiquement intermédiaires comparées aux feuilles parentales, situées aux deux extrémités et au centre. La première ligne contient des tubercules de 3 clones parentaux. Les deuxième et troisième lignes, les tubercules de quelques clones hybrides somatiques. On peut ainsi obtenir directement de nouvelles variétés. La fusion somatique peut être étendue à des hybridations entre espèces, genres, voire familles différentes. Elle permet de s'affranchir des barrières sexuelles rencontrées lors des croisements. Par exemple, chez l'aubergine, on a réalisé l'hybridation somatique interspécifique entre l'aubergine cultivée et l'aubergine sauvage. Les parents aux deux extrémités, les hybrides au centre. Le fruit de l'hybride somatique au centre, entre les deux parents. Quand les parents sont taxonomiquement proches, la fusion somatique permet de restaurer ou même d'augmenter la fertilité des hybrides grâce à leur structure amphiploïde et donc la production de fruits. Aubergine, aubergine sauvage ou Solanum aethiopicum, faible récolte sur l'hybride sexué, récolte abondante sur l'hybride somatique. Les protoplastes constituent donc un nouvel outil très favorable à l'application de biotechnologies propres à créer de nouvelles structures génétiques. Il en est ainsi de la fusion somatique, capable de générer de nouvelles combinaisons, de caractère tant nucléaire que cytoplasmique. Le nombre sans cesse croissant d'espèces capables de produire des protoplastes aptes à régénérer des plantes est de bon augure pour le développement de ces techniques.